Bonjour à tous, je suis Caroline Bonneau, ingénieure patrimoniale. Bienvenue sur Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le plan épargne-retraite, plus connu sous le sigle PER. Le ton de cet épisode sera pédagogique et accessible afin que chacun, même sans connaissances financières pointues, puisse comprendre les enjeux du PER. Le PER, qu'est-ce que c'est? À qui s'adresse-t-il et comment fonctionne-t-il? Quels sont ses avantages fiscaux, ses frais, ses conditions de sortie? Nous allons répondre à toutes ces questions de manière claire et simple. Et si vous appréciez ce contenu éducatif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Caro Gestion Privée et à liker la vidéo pour soutenir notre travail. Qu'est-ce qu'un PER? Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un plan épargne-retraite? PER. Le PER est un produit d'épargne à long terme dédié à la retraite. Concrètement, il vous aide à mettre de l'argent de côté tout au long de votre vie active, afin de vous constituer un complément de revenus pour vos vieux jours, récupérable sous forme de capital ou de rente viagère. Il a été créé par la loi Pacte en 1919 pour regrouper et remplacer d'anciens produits d'épargne retraite, comme le PRP, le contrat Madelin ou le PERCO, en offrant plus de souplesse. Par exemple, le PER ajoute la possibilité de débloquer l'épargne pour l'achat de la résidence principale, nous y reviendrons, et permet de choisir librement la sortie en capital, en rente ou un mélange des deux. En résumé, le PER est ouvert à tous, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, fonctionnaires, etc., sans condition d'âge pour la souscription. Il a pour objectif de vous aider à préparer financièrement votre retraite en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux. Le ton de ce programme étant grand public, retenez simplement que le PER est comme une cagnotte bloquée jusqu'à la retraite, conçue pour vous fournir des revenus supplémentaires une fois que vous aurez arrêté de travailler. Comment fonctionne un PER? L'alimentation du plan. Vous pouvez alimenter votre PER comme bon vous semble, par des versements libres ou programmés. Il n'y a pas de montant minimum universel. Chaque établissement peut fixer un minimum à l'ouverture, parfois quelques centaines d'euros, et vous êtes libre de verser régulièrement, par exemple mensuellement ou ponctuellement. Ces versements constituent l'épargne qui sera investie au sein du plan. Nous verrons juste après les supports d'investissement possibles. Notez qu'il existe plusieurs types de PER. Le PER individuel, que vous pouvez ouvrir vous-même auprès d'une banque ou assurance, et des PER d'entreprise, proposés par votre employeur, comme le PER collectif ou obligatoire. Dans tous les cas, le fonctionnement de base reste similaire. Vous épargnez pendant votre vie active, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, puis vous le récupérerez à ce moment-là. La gestion de l'épargne. Une fois l'argent versé, il faut le faire fructifier. La gestion du PER peut être libre. Vous choisissez vous-même dans quels fonds ou supports investir votre épargne, ou piloter. La gestion pilotée est souvent l'option par défaut. Votre épargne est alors gérée automatiquement selon un profil d'investissement et surtout selon une allocation évolutive dans le temps. Cela signifie qu'au début, quand la retraite est lointaine, l'allocation est plus dynamique, davantage d'actions par exemple. Puis, à mesure que vous approchez de l'âge de la retraite, l'allocation devient de plus en plus sécurisée. On transfère graduellement votre épargne vers des supports moins risqués, comme des obligations ou des fonds en euros garantis. Ce mécanisme, appelé parfois gestion horizon, vise à sécuriser vos gains à l'approche de la retraite tout en recherchant de la performance les années précédentes. Si vous préférez tout contrôler, la gestion libre vous permet de répartir vous-même vos investissements dans le PER en fonction de votre profil de risque. Les modalités de sortie à la retraite. C'est un point crucial du PER. Une fois l'âge de la retraite atteint, l'âge légal, par exemple 62 ans actuellement pour la plupart des gens, vous pouvez récupérer l'épargne de votre PER. Et là, bonne nouvelle, le PER offre beaucoup de flexibilité. Vous aurez 3 options de sortie. Sortir en rente viagère, c'est-à-dire transformer votre capital en une pension versée régulièrement à vie, comme un complément de retraite mensuel garanti jusqu'à votre décès. Sortir en capital, c'est-à-dire retirer tout ou partie de l'épargne accumulée sous forme de retrait unique ou de plusieurs retraits fractionnés. Vous pouvez par exemple sortir 100% en une seule fois, ou bien programmer des retraits échelonnés sur quelques années, c'est vous qui décidez. Combiner rente et capital, par exemple prendre une partie de l'épargne immédiatement en capital et laisser le reste en rente viagère.
Cette souplesse sur la sortie est un atout majeur du PER, car les anciens produits étaient souvent beaucoup plus stricts. Un PRP, par exemple, obligeait à prendre au minimum 80% en rente et seulement 20% en capital. Avec le PER, vous n'êtes plus limité. Vous pouvez vraiment adapter la sortie à vos besoins du moment. Quels sont les frais d'un PER? Comme tout produit financier, le PER comporte des frais qu'il faut connaître et surveiller. Ces frais peuvent varier fortement d'un fournisseur à l'autre, alors soyez attentifs lors du choix de votre PER. Les principaux types de frais sont les frais d'entrée ou surversement. Ce sont des frais prélevés à chaque dépôt sur le PER. Ils s'expriment en pourcentage de la somme versée. Par exemple, si les frais d'entrée sont de 3% et que vous versez 1000 euros, on vous prélèvera 30 euros de frais. De nombreux contrats PER, en ligne ou nouvelle génération, affichent 0% de frais sur versement, tandis que certains contrats traditionnels peuvent aller jusqu'à 3 à 5%. N'hésitez pas à négocier ces frais ou à choisir un contrat sans frais d'entrée, car ils pénalisent vos versements dès le départ. Les frais de gestion annuels. Ce sont des frais prélevés chaque année sur votre encours, pour la gestion du contrat par l'établissement. Ils peuvent être de deux sortes. D'une part, les frais de gestion du contrat lui-même, par exemple 0,5% ou 1% par an de l'encours. D'autre part, les frais de gestion des supports d'investissement, par exemple chaque fonds ou unité de compte dans lequel vous investissez a ses propres frais internes, souvent 0,5% à 2% par an selon le type de fonds. Les frais de gestion du contrat sont souvent plus faibles sur les fonds en euros, car l'assureur se rémunère déjà via le fonds en euros, et un peu plus élevés sur les unités de compte. Surveillez bien ces frais annuels, car sur la durée, on parle de placements sur 20, 30, 40 ans, quelques dixièmes de pourcent en plus ou en moins peuvent faire une grande différence sur la performance nette de votre épargne. Les frais d'arbitrage. Ce sont les frais facturés lorsque vous changez la répartition de votre épargne, c'est-à-dire quand vous vendez un support pour en acheter un autre au sein du PER. Par exemple, passer d'un fonds action à un fonds obligataire. Certains contrats proposent quelques arbitrages gratuits par an, d'autres facturent un pourcentage, par exemple 0,5% du montant arbitré, ou un forfait fixe, par exemple 20 euros par arbitrage. Là encore, de nombreux PER récents offrent des arbitrages gratuits ou peu coûteux pour favoriser la souplesse de gestion. Les frais de transfert. Si un jour vous n'êtes pas satisfait de votre PER et souhaitez le déplacer chez un autre gestionnaire, par exemple pour avoir de meilleurs fonds ou moins de frais, c'est possible. Le PER est transférable. Le gestionnaire d'origine peut toutefois appliquer des frais de transfert. La loi a plafonné ces frais à 1% de l'épargne accumulée pour les plans de moins de 5 ans et aucun frais au-delà de 5 ans d'ancienneté. Autrement dit, après 5 ans, vous pouvez changer de PER sans pénalité financière, ce qui est plutôt rassurant. Vérifiez bien les conditions de transfert dans votre contrat. Les frais de sortie. Bonne nouvelle. Il n'y a pas de frais de sortie à proprement parler sur un PER individuel, pas de pénalité au moment de la retraite pour récupérer votre argent. Si vous choisissez la sortie en rente, l'assureur intègre sa marge dans le calcul de la rente versée, mais vous ne verrez pas un frais explicite facturé. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Une fois à la retraite, vous pourrez débloquer votre PER sans frais, autre que la fiscalité, dont on parle juste après. En résumé, comparez les PER sur les frais d'entrée et de gestion en priorité, car ce sont eux qui impacteront le plus votre rendement. Un PER idéal a 0% de frais sur versement et des frais de gestion réduits. Si ce sujet vous intéresse, je pourrais y consacrer une vidéo spécifique. Dites-le moi en commentaire. Quelle est la fiscalité du PER? Passons maintenant à l'un des gros avantages du PER, sa fiscalité. Le PER bénéficie d'un régime fiscal incitatif, en particulier pendant la phase d'épargne, ce qui en fait un outil de choix pour diminuer vos impôts tout en préparant votre retraite. Mais attention, il y a aussi une fiscalité à la sortie qu'il faut comprendre pour éviter les mauvaises surprises. Pendant la phase d'épargne, versement, lorsque vous versez de l'argent sur un PER, vous avez la possibilité de déduire ces versements de votre revenu imposable dans certaines limites. Concrètement, cela signifie que l'argent que vous placez sur votre PER vient réduire votre revenu sur lequel est calculé votre impôt.
Si vous êtes imposé dans une tranche élevée, l'économie d'impôt peut être très significative. Par exemple, si vous versez 5 000 euros sur un PER et que vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 30%, vous économisez environ 1 500 euros d'impôt l'année suivante grâce à ce versement. C'est comme si l'État vous aidait à épargner en vous offrant un report d'impôt. Il existe un plafond annuel pour ces déductions fiscales, commun à l'ensemble de vos dispositifs d'épargne retraite, PER, ancien PRP ou Madelin si vous en aviez. Ce plafond correspond généralement à 10% de vos revenus professionnels de l'année précédente, net de cotisations sociales, avec un maximum absolu, autour de 30 000 euros par an selon votre situation. Un salarié moyen n'atteindra pas ce plafond, mais les très hauts revenus, si. Quoi qu'il en soit, votre avis d'impôt vous indique chaque année le montant maximum déductible pour les versements sur un PER. Vous pouvez donc verser jusqu'à ce plafond et déduire l'ensemble de ces versements. Option de non-déduction. Une subtilité importante du PER, c'est que la déduction fiscale des versements est optionnelle. Vous pouvez très bien choisir de ne pas déduire un versement ou l'ensemble de vos versements. Pourquoi ferait-on cela, me direz-vous? Eh bien, si vous êtes faiblement imposé aujourd'hui, la déduction ne vous apporte pas grand-chose, puisque vous payez peu d'impôts de toute façon. Dans ce cas, il peut être judicieux de ne pas utiliser l'avantage immédiat et de préférer une fiscalité allégée à la sortie. En effet, ne pas déduire à l'entrée signifie que vos versements ont déjà été imposés normalement, donc à la sortie, vous ne serez pas imposé sur ces montants. Seules les plus-values éventuelles seront taxées. Les personnes dans les tranches 0% ou 11% d'imposition ont donc intérêt à y réfléchir. Le législateur a voulu donner cette souplesse pour favoriser les épargnants peu imposés, qui peuvent ainsi profiter d'une sortie défiscalisée en grande partie. Retenez donc, déduire maintenant pour payer moins d'impôts tout de suite, mais être imposé à la sortie, ou ne pas déduire pour payer l'impôt maintenant, mais être quasiment exonéré à la sortie. Vous pouvez ajuster cette stratégie en fonction de votre situation personnelle et même décider chaque année différemment selon l'évolution de vos revenus. Pendant la phase d'épargne, placement. Autre bonne nouvelle, pendant que votre argent est investi dans le PER, il fructifie en défiscalisé, c'est-à-dire que vous ne paierez aucun impôt sur les intérêts, dividendes ou plus-values générées chaque année à l'intérieur du plan. Pas de prélèvement forfaitaire de 30% chaque année, comme sur un compte-titre classique, tout est capitalisé à l'abri de l'impôt tant que l'argent reste dans le PER. Vous ne subirez la taxation qu'au moment de la sortie, ce qui permet de faire de l'intérêt sur l'impôt différé. Un peu technique, mais en gros, l'argent qui aurait dû partir en impôt peut lui-même travailler tant qu'il reste dans le plan. Au moment de la sortie, retraite. La fiscalité à la sortie va dépendre de deux facteurs. Le premier est le mode de sortie choisi, capital ou rente, et le deuxième est si vous aviez déduit vos versements à l'entrée ou non. Si vous aviez déduit vos versements à l'entrée, cas le plus courant pour les épargnants imposés, au moment de la retraite, l'État va rattraper l'impôt différé. Deux cas. Sortie en capital, la part du capital correspondant à vos versements, donc l'épargne que vous avez déduite à l'entrée, sera imposée comme un revenu ordinaire, intégré à votre revenu imposable de l'année avec le barème progressif. Autrement dit, on fait comme si vous touchiez ce capital en salaire cette année-là. En revanche, la part du capital correspondant aux plus-values réalisées dans le plan sera, elle, taxée au PFU, prélèvement forfaitaire unique, de 30%, ou au barème si cela vous est plus favorable. C'est comparable à la fiscalité d'une assurance vie de plus de 8 ans sur les intérêts. Sortie en rente viagère, chaque rente que vous toucherez sera imposée comme une pension de retraite classique, c'est-à-dire soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie pensions et retraites, plus aux prélèvements sociaux, CSG, etc., au taux applicable aux retraites. En clair, vous paierez l'impôt selon votre tranche d'imposition de l'année sur ces montants de rente. Si vous n'aviez pas déduit vos versements à l'entrée, ici, vous avez déjà payé l'impôt sur vos versements en leur temps. Du coup, la fiscalité est plus douce en sortie. Sortie en capital. La part correspondant à vos versements n'est pas imposable, puisque déjà imposée initialement. Seules les plus-values sont taxées, toujours au PFU de 30% ou barème au choix. Sortie en rente viagère. Le traitement est un peu particulier.
On considère que votre rente viagère contient une part de remboursement de capital non imposable et une part d'intérêt imposable. En pratique, cela se traduit par un abattement. Une fraction de la rente seulement sera soumise à l'impôt sur le revenu, fraction qui dépend de votre âge au moment où la rente commence. Par exemple, seulement 50% de la rente est imposable si vous avez 60 ans, 30% si vous avez plus de 70 ans, etc. Cela permet de ne pas imposer la majeure partie de la rente issue de vos versements non déduits. Ça fait beaucoup d'informations, mais retenez simplement que le PER vous donne un avantage fiscal à l'entrée, déduction, et que, en contrepartie, la sortie sera imposée sauf si vous n'avez pas profité de la déduction. Dans tous les cas, les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux, 17,2% au moment de la sortie, comme pour la plupart des placements en France. Une stratégie intelligente consiste souvent à déduire les versements pendant les années où vous êtes fortement imposé. Puis, une fois à la retraite, où généralement vos revenus baissent et votre taux d'imposition aussi, de sortir l'argent progressivement pour lisser l'imposition sur plusieurs années et limiter l'impact. Ainsi, vous aurez bénéficié d'une réduction d'impôt importante à l'entrée et vous paierez un impôt plus faible à la sortie. C'est du déplacement dans le temps d'assiette fiscale, et c'est l'un des intérêts majeurs du PER. Points importants à savoir sur le PER. Avant de poursuivre, passons en revue quelques points clés qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on envisage un PER. L'épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Contrairement à un livret ou même à une assurance vie, où vous pouvez retirer quand vous voulez, l'argent placé sur un PER est indisponible jusqu'à l'âge de la retraite. C'est la contrepartie de l'avantage fiscal. Il faut donc être sûr de ne pas avoir besoin de ces fonds entre-temps, sauf cas exceptionnels. Justement, parlons-en. Les cas de déblocage anticipé. La loi a prévu un certain nombre de situations exceptionnelles dans lesquelles vous avez le droit de retirer votre épargne PER avant la retraite. Il y a 6 cas de déblocage anticipé exactement. 5 accidents de la vie, c'est-à-dire des coups durs, plus l'achat de la résidence principale. Les 5 accidents de la vie sont l'invalidité de l'épargnant, de son conjoint ou de ses enfants en cas d'incapacité de travail, le décès du conjoint ou partenaire de PACES, la cessation de droits au chômage, fin de droit après un licenciement par exemple, le surendettement, situation reconnue par la commission de surendettement, et la liquidation judiciaire d'une entreprise si vous êtes indépendant. À ces 5 motifs s'ajoute un motif moins dramatique mais important, l'acquisition de votre résidence principale, achat ou construction. Si vous remplissez l'une de ces conditions, vous pourrez débloquer votre épargne avant l'heure. Par exemple, beaucoup de gens se demandent: et si j'ai besoin de cet argent pour acheter ma maison? Eh bien oui, le PER peut servir de tirelire pour votre apport immobilier le jour où vous achetez votre résidence principale, ce qui en fait un produit assez malin pour préparer sa retraite et éventuellement un projet d'immobilier. Quelle démarche et quelle fiscalité en cas de déblocage anticipé? Si l'un de ces cas se présente, vous pourrez faire une demande de retrait anticipé auprès de votre gestionnaire, banque ou assurance. Il faudra fournir des justificatifs, par exemple un certificat d'invalidité ou l'attestation de fin de droit Pôle emploi, etc., selon le cas. En général, on n'a le droit qu'à un seul déblocage anticipé par motif sur la durée du plan, il faut donc bien choisir son moment. Côté fiscalité, la loi est bienveillante. Vous conservez l'avantage fiscal même si vous sortez en avance. Autrement dit, le capital que vous retirez par anticipation est exonéré d'impôt sur le revenu, pas de rattrapage de la déduction. Seules les plus-values éventuelles sont soumises aux 17,2% de prélèvements sociaux. Ainsi, par exemple, si vous débloquez votre PER pour acheter votre résidence principale, vous ne paierez pas d'impôt sur ce retrait. Un sérieux coup de pouce pour votre projet immobilier. Transfert et portabilité. Autre point important, le PER est portable. Si vous avez ouvert un PER et que quelques années plus tard, un autre établissement propose une offre plus intéressante, frais moindres, meilleur support, etc., ou si vous changez de banque, vous pouvez transférer votre PER. Comme mentionné dans la partie frais, au-delà de 5 ans, le transfert est gratuit, sinon frais limités à 1%. De même, si vous avez plusieurs PER, par exemple un individuel et un via votre entreprise, vous pouvez choisir de les fusionner en un seul
en transférant l'un vers l'autre. Cette portabilité est un gros progrès par rapport aux anciens produits et vous donne de la liberté à long terme. Bénéficiaires et succession. Que se passe-t-il si vous décédez avant d'avoir liquidé votre PER? L'épargne ne sera pas perdue, rassurez-vous. Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires, exactement comme dans un contrat d'assurance vie, qui recevront les sommes. Si votre PER est souscrit auprès d'un assureur, ce qui est souvent le cas, il bénéficie d'un régime fiscal successoral avantageux, proche de celui de l'assurance vie. Par exemple, en cas de décès avant 70 ans, les bénéficiaires bénéficient d'un abattement important sur les sommes transmises. Cela fait du PER non seulement un outil de préparation à la retraite, mais aussi potentiellement un outil de transmission de patrimoine en cas de coup dur. Si vous décédez après avoir commencé à toucher une rente, les dispositions prévues, réversion de rente au conjoint, rente éducation aux enfants, etc., s'appliqueront selon ce que vous aviez choisi à la liquidation. PER et autres placements. Le PER n'est pas le seul support d'épargne pour préparer l'avenir. Il coexiste avec l'incontournable assurance vie, avec l'épargne logement, l'épargne salariale, PEE, etc. Chacun a ses avantages et inconvénients. L'argent placé sur un PER est dédié retraite long terme avec avantage fiscal à l'entrée, mais bloqué. L'assurance vie, par comparaison, n'est pas bloquée et bénéficie d'une fiscalité avantageuse après 8 ans, sans contrainte de retrait à la retraite. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ils sont complémentaires. Par exemple, on peut très bien avoir une assurance vie pour des projets avant la retraite ou pour garder une réserve disponible, et un PER pour vraiment sanctuariser une épargne retraite défiscalisée. Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, est là pour vous aider à trouver le bon équilibre selon vos objectifs. En synthèse, le PER est un excellent outil de préparation retraite, à condition d'être utilisé dans le bon contexte. Il offre une carotte fiscale indéniable, mais impose en échange un blocage de l'épargne. D'où l'importance de bien calibrer vos versements en fonction de ce que vous pouvez immobiliser sans risque pour vos finances. Quel support d'investissement dans un PER? À l'ouverture d'un PER, surtout si c'est un PER individuel souscrit auprès d'une assurance ou d'une banque, on va vous proposer différents supports d'investissement pour placer votre argent. C'est un aspect important car le rendement de votre PER en dépendra. Le fonds en euros, c'est le support sécurité par excellence, disponible si votre PER est de type assurantiel. Le fonds en euros est un fonds géré par l'assureur qui garantit votre capital. Vous ne pouvez pas perdre d'argent dessus, hors cas de faillite extrême de l'assureur, mais les fonds en euros sont très encadrés. Chaque année, l'assureur crédite votre compte d'un taux d'intérêt. Par exemple 1%, 1,5%, 2%. Cela varie selon les conditions de marché. Les gains sont définitivement acquis et fait cliquer. L'inconvénient, c'est que le rendement est souvent faible. Ces dernières années, environ 1 à 2% par an, parfois moins, même si avec la remontée des taux, on peut espérer de 2 à 3% prochainement. Malgré tout, c'est un pilier de sécurité dans un PER, notamment à l'approche de la retraite ou pour les profils très prudents. Les unités de compte, UC, derrière ce terme, on trouve en fait tout un univers d'investissement possible, principalement des fonds, OPCVM, SICAV, investis en actions, en obligations, en immobilier, etc. Mais aussi parfois des titres vifs, des SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, des trackers ETF, etc. Contrairement aux fonds euros, les unités de compte ne garantissent pas le capital. Leur valeur fluctue à la hausse comme à la baisse, en fonction des marchés. L'intérêt, c'est qu'elles offrent un potentiel de rendement supérieur sur le long terme. Dans un PER, vu qu'on épargne sur des durées très longues, c'est pertinent d'y allouer une partie significative, surtout quand la retraite est loin, pour espérer une meilleure performance globale. Par exemple, vous pouvez investir dans un fonds action international ou un fonds immobilier, etc., au sein du PER. La plupart des PER proposent des dizaines de fonds au choix, couvrant différents niveaux de risque. La gestion libre versus pilotée, rappel. Si vous êtes à l'aise, la gestion libre vous permet de panacher vous-même entre fonds euros et différentes unités de compte. Par exemple, vous pourriez mettre 50% en fonds euros et 50% en fonds actions, ou toute autre combinaison. Si vous préférez déléguer, la gestion pilotée fera ce travail pour vous.
En gestion pilotée, généralement, on vous demandera de choisir un profil prudent, équilibré, dynamique, qui déterminera l'exposition au risque, et ensuite, tout est automatique. Par exemple, si vous êtes à 30 ans avec un profil équilibré, la gestion pilotée pourra mettre environ 70% en unités de compte, assez offensif, et 30% en fonds euros, puis réduire progressivement la voilure sur les actions à l'approche de vos 60 ans. C'est confortable pour ceux qui ne souhaitent pas suivre les marchés au quotidien. La diversification. L'un des avantages du PER, notamment en assurance, est qu'il permet une large diversification de vos placements au sein d'une même enveloppe. Vous pouvez répartir sur plusieurs classes d'actifs, actions, obligations, immobilier, pour lisser les risques. Par exemple, certains PER permettent d'investir dans des SCPI, immobilier locatif, ce qui peut offrir un rendement régulier. Attention, toutes les offres de PER n'offrent pas les mêmes supports. Un PER bancaire, compte-titre, pourra vous laisser investir en bourse, mais pas forcément avoir de fonds euros, alors qu'un PER d'assurance offrira fonds euros plus fonds diversifiés. Pensez à bien regarder la liste des unités de compte proposées et la performance passée des fonds euros lorsque vous choisissez votre PER pour qu'il corresponde à votre stratégie d'investissement. En somme, le PER est un contenant, et c'est à vous ou à votre gestionnaire de choisir quoi mettre dedans. Un PER peut être très sécuritaire ou très dynamique selon les supports choisis. L'important est d'adapter la gestion aux horizons de placement. Plus la retraite est loin, plus on peut se permettre de risques, et donc d'espérer de meilleurs rendements. Plus on approche de la retraite, plus on sécurise. Ça paraît logique, et heureusement la gestion pilotée peut s'en charger automatiquement si on le souhaite. Exemple d'investisseur et utilisation du PER. Parlons de cas concrets pour illustrer comment le PER peut être utilisé par différents profils d'épargnants. Exemple numéro 1, Charlotte a 35 ans, elle est cadre dans une entreprise avec un bon salaire, ce qui la place dans une tranche d'imposition à 30%. Elle n'a pas d'enfant pour l'instant et peut épargner une partie de ses revenus chaque mois. Charlotte s'inquiète un peu pour l'avenir des retraites et souhaite se constituer un complément. Sur les conseils de son conseiller, elle ouvre un PER individuel. Elle décide d'y verser 200 euros par mois. Sur un an, cela fait 2 400 euros versés. Grâce à la déduction fiscale, Charlotte va réduire son revenu imposable de 2 400 euros. À 30% d'imposition marginale, cela représente 720 euros d'impôt en moins l'an prochain. Non négligeable. En plus, elle place son PER en gestion pilotée dynamique, profil assez risqué, puisque l'horizon retraite est lointain, une bonne vingtaine d'années. Elle a donc environ 80% de son épargne PER, investie en actions via divers fonds, et 20% en fonds plus sécurisés. Supposons que ces placements lui rapportent en moyenne 5% par an sur le long terme. À 60 ans, son PER pourrait atteindre une somme coquette, grâce au versement régulier plus la performance cumulée. Elle aura alors la liberté de prendre une partie en capital pour réaliser un projet, voyage autour du monde à la retraite, achat d'une résidence secondaire, aider ses enfants, et de convertir le reste en rente pour compléter sa pension de retraite tous les mois. Et si jamais Charlotte décide d'acheter un appartement d'ici là, elle sait qu'elle aura la possibilité de débloquer son PER pour financer son apport grâce à la clause de déblocage pour achat de la résidence principale. Cela la rassure de savoir que son argent n'est pas totalement coincé si elle en a absolument besoin. En résumé, pour Charlotte, le PER sert à épargner régulièrement avec un bonus fiscal chaque année, tout en investissant à long terme de façon dynamique. C'est un outil 2 en 1. Préparation de la retraite plus réduction d'impôts annuels. Exemple numéro 2, Michel, en fin de carrière et optimisateur fiscal. Michel a 60 ans, il est à quelques années de la retraite. Il est profession libérale et a eu une bonne année de revenus, ce qui le met dans la tranche d'imposition à 41%. Ses enfants sont grands et indépendants financièrement. Il lui reste une forte capacité d'épargne sur la fin de sa carrière. Michel réalise qu'il peut utiliser le PER de façon très intéressante. Il décide de verser une somme conséquente, 10 000 euros, sur un PER en cette fin d'année. Immédiatement, cela va lui procurer une économie d'impôt d'environ 4 100 euros,
41% de 10 000 euros l'an prochain, un beau cadeau fiscal. Son idée est la suivante. Comme il prévoit de partir en retraite à 62 ans, il va laisser son argent 2 ans sur le PER, investi de manière prudente. Il sécurise sur un fonds en euros majoritairement, car l'horizon est court. À 62 ans, une fois retraité, et donc avec un revenu annuel bien plus faible, il envisage de retirer son PER en capital sur 2 ans. Par exemple, 5 000 euros la première année de retraite, 5 000 euros la suivante. Ces 5 000 euros annuels viendront s'ajouter à sa pension pour le calcul de l'impôt, mais son taux d'imposition global à ce moment sera peut-être tombé dans la tranche 11% ou 30% seulement, au lieu de 41%. Ainsi, il aura bénéficié d'une déduction à 41% pendant sa vie active, mais ne sera imposé qu'à environ 11 à 30% sur la sortie en retraite. L'opération est gagnante. En plus, les plus-values réalisées dans le PER sur 2 ans, certes modestes, mettons 1 à 2% l'an sur du fonds euro, ne seront taxées qu'au moment de la sortie au PFU. Michel aura ainsi optimisé fiscalement ses dernières grosses années de revenus et adouci son entrée en retraite. Pour Michel, le PER a été utilisé comme un outil d'optimisation de fin de carrière, presque comme un parachute fiscal. Il a converti de l'impôt à 41% en épargne retraite, puis a récupéré cette épargne à un taux moindre. C'est une stratégie tout à fait légale et encouragée par le mécanisme du PER. Bien sûr, cela demande de la planification. Il faut ouvrir et verser quelques années avant la retraite, pas au dernier moment. Michel aurait aussi pu choisir de sortir en rente viagère s'il souhaitait s'assurer un revenu à vie. Mais dans son cas, il préférait tout récupérer en capital pour gérer lui-même ses placements à la retraite. Exemple numéro 3. Samira, indépendante et prudente. Un troisième exemple rapidement. Samira, 45 ans, est travailleuse indépendante. Elle n'a pas de régime de retraite très généreux et s'inquiète pour sa pension. Elle verse de façon irrégulière sur un PER individuel selon ses résultats annuels. Les bonnes années, elle verse davantage pour réduire son impôt, tranche 30%. Les années plus difficiles, elle verse peu ou pas. Samira est prudente avec son épargne. Elle a choisi une gestion libre et place 70% de son PER sur le fonds en euros, 30% sur quelques unités de compte diversifiées. Son objectif n'est pas la performance maximale, mais la sécurité, tout en profitant de la déduction fiscale pour économiser un peu d'impôts chaque année. À 62 ans, elle pense convertir la majorité en rente viagère afin de sécuriser un revenu régulier à vie, parce qu'elle n'a pas envie de se soucier de gérer un capital à 70 ans. Le PER lui aura permis d'améliorer sa retraite de base, tout en bénéficiant d'économies d'impôts bienvenues pendant sa vie active où chaque euro comptait pour développer son activité. Ces exemples montrent que le PER peut s'adapter à des situations variées. Que vous soyez jeune ou proche de la retraite, salarié ou indépendant, prudent ou audacieux, il y a moyen de tirer parti de ces avantages. L'important est de le faire en conscience, avec une stratégie adaptée. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine pour calibrer au mieux vos versements et vos choix de placement sur le PER. Chez Caro Gestion Privée, nous sommes là pour ça. Votre boussole en gestion de patrimoine pour vous guider dans ces décisions. Conclusion. Nous arrivons à la fin de ce tour d'horizon complet du plan épargne retraite. Pour résumer en quelques mots, le PER est un formidable outil d'épargne retraite, offrant flexibilité et avantages fiscaux, mais exigeant un engagement de long terme. Il permet de se constituer un capital ou une rente pour ses vieux jours, le tout avec un coup de pouce de l'État sous forme de déduction fiscale. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue les contraintes. L'épargne est bloquée, hors cas exceptionnel, et la fiscalité à la sortie doit être anticipée. Utilisé judicieusement, le PER peut vraiment être un allié de votre stratégie patrimoniale, aux côtés d'autres placements plus liquides. Avant de se quitter, je vous propose une FAQ Express avec les 10 questions les plus fréquemment posées sur les PER pour ancrer les idées et dissiper les derniers doutes. C'est parti pour la FAQ. Le PR, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Réponse. Oui, en théorie, tout le monde peut ouvrir un PER. Il n'y a pas d'âge minimum ou maximum légal pour souscrire, même un mineur peut en avoir un sous certaines conditions, et il n'y a pas besoin d'exercer une activité professionnelle. Cependant, tout le monde n'a pas intérêt à le faire. Le PER est particulièrement intéressant
pour les personnes qui payent de l'impôt sur le revenu et qui peuvent immobiliser de l'épargne jusqu'à la retraite. Si vous êtes non imposable ou que vous pensez avoir besoin de votre épargne avant la retraite, l'assurance vie ou d'autres placements liquides seront peut-être plus adaptés, donc accessibles à tous, mais à réserver en priorité à ceux qui souhaitent préparer la retraite en économisant des impôts. Quelle est la différence entre un PER et une assurance vie? Réponse. Ce sont deux placements long terme, mais avec des logiques différentes. L'assurance vie est un contrat d'épargne beaucoup plus flexible. On peut retirer son argent à tout moment, même si la fiscalité est optimale après 8 ans, et elle sert à tout type de projet, pas seulement la retraite. En revanche, les versements sur une assurance vie ne sont pas déductibles du revenu imposable. Le PER, lui, bloque l'argent jusqu'à la retraite, sauf cas particulier, et est vraiment orienté retraite. En échange de ce blocage, il offre l'avantage fiscal immédiat de la déduction. On peut dire que l'assurance vie est plus souple et polyvalente, tandis que le PER est plus spécifique mais avantageux fiscalement. Beaucoup de gens utilisent les deux. Par exemple, l'assurance vie pour avoir une réserve disponible, projet, imprévu, et le PER pour la retraite et la réduction d'impôts chaque année. Puis-je avoir plusieurs PER à la fois? Réponse. Oui, tout à fait. Vous pouvez ouvrir plusieurs PER individuels si vous le souhaitez, par exemple un PER chez votre banque et un chez une assurance en ligne. Et vous pouvez en plus avoir un PER d'entreprise via votre employeur. Il n'y a pas de limite sur le nombre de plans. Cependant, attention, le plafond de déduction fiscale annuelle est global. Si vous avez deux PER et que vous versez sur les deux, la somme de vos versements déductibles ne peut pas dépasser votre plafond annuel, celui dont on a parlé, environ 10% de vos revenus. Avoir plusieurs PER peut compliquer le suivi. Dans la plupart des cas, ce n'est pas très utile d'en avoir plusieurs, sauf cas particuliers. Par exemple, vous avez un PER bancaire pour investir en direct en bourse et un PER assurantiel pour profiter d'un fonds en euros et de supports immobiliers. Rappelez-vous aussi que vous pouvez transférer un PER vers un autre. Donc si à un moment donné vous en avez trop, il est possible de les consolider. Quelles sont les différences entre PER individuel, PER collectif et PER obligatoire? Réponse. Ce sont trois formes de PER issues de la loi Pacte. Le PER individuel, ou PER1, est celui que vous ouvrez vous-même, volontairement, auprès de l'organisme de votre choix. Le PER collectif, PERécole, souvent appelé PER d'entreprise collectif, est proposé par votre employeur à l'ensemble des salariés. C'est l'évolution du PERCO. Vous pouvez y verser vos primes d'intéressement, participation ou des versements volontaires, et parfois l'employeur y abonde. Le PER obligatoire, PERO, est mis en place par l'employeur mais d'adhésion obligatoire pour certains salariés ou catégories. Il remplace les anciens articles 83. La différence principale réside dans l'origine des versements et les conditions de sortie. Par exemple, les sommes issues de l'épargne salariale sur un PER collectif peuvent souvent être sorties à 100% en capital à la retraite, alors que les sommes d'un PER obligatoire, cotisation obligatoire, sont généralement liquidées en rente obligatoirement. Pour le grand public, ces subtilités importent surtout si vous avez accès à un PER d'entreprise. Il faut alors connaître les règles spécifiques de votre plan, votre service RH ou la notice du plan vous les donnera. Un PER d'entreprise offre aussi l'avantage de frais, souvent plus bas négociés au niveau de l'entreprise. Si vous n'en avez pas via le boulot, le PER individuel reste votre choix par défaut. Que se passe-t-il si je pars à la retraite plus tôt ou plus tard que l'âge légal? Réponse. Le PER est en principe bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite, sauf si votre profession a un âge légal différent, comme les militaires ou certains régimes spéciaux. Si vous décidez de continuer à travailler au-delà de l'âge légal, vous pouvez tout simplement laisser votre PER ouvert plus longtemps. Rien ne vous oblige à le liquider dès 62 ans. Vous pouvez même continuer à alimenter votre PER tant que vous avez des revenus et donc un intérêt fiscal à le faire. En revanche, si vous partez en retraite avant l'âge légal, par exemple retraite anticipée pour carrière longue ou départ volontaire à 60 ans, alors que l'âge légal est 62, la loi ne vous permet pas de débloquer le PER avant l'âge légal en vigueur, sauf à rentrer dans un des cas exceptionnels. Donc si vous arrêtez de travailler plus tôt, il faudra patienter jusqu'au seuil officiel. C'est un point à garder en tête. La réforme des retraites peut aussi jouer.
Si l'âge légal augmente, par exemple 64 ans, mécaniquement le PER sera bloqué jusqu'à 64 ans. Bonne nouvelle toutefois, rien ne vous empêche, une fois à la retraite, de laisser votre épargne sur le PER si vous n'en avez pas immédiatement besoin. Vous pourriez très bien attendre 65, 66, 67 ans ou plus avant de sortir les fonds, ils continueront de fructifier. Simplement, vous ne pourrez plus faire de nouveaux versements déductibles une fois que vous n'aurez plus de revenus professionnels imposables, puisque plus d'impôts à optimiser. Si j'ouvre un PER, est-ce que je suis obligé d'y verser tous les ans? Réponse: non, il n'y a aucune obligation de versement régulier sur un PER individuel. Vous pouvez très bien ouvrir un PER avec un versement initial, puis ne pas l'alimenter pendant un moment et reprendre plus tard. C'est vous qui décidez du rythme. Bien sûr, pour atteindre vos objectifs retraite, il vaut mieux épargner régulièrement, mais il n'y a pas de minimum imposé, sauf éventuellement le minimum fixé à l'ouverture ou par versement selon le contrat. Par exemple, vous pouvez avoir un minimum de 500 euros à l'ouverture et ensuite 100 euros par versement. Si une année vous ne pouvez pas épargner, ce n'est pas grave. Vous ne perdez pas un avantage irréversible. Vous perdez juste l'occasion de déduire cette année-là, mais ce n'est pas reportable, excepté pour les plafonds non utilisés qui, eux, peuvent se reporter 3 ans en arrière. Détail technique, mais sachez que si une année vous n'utilisez pas tout votre plafond de déduction, il s'accumule avec les années suivantes sur 3 ans. Donc, flexibilité. Oui, vous versez quand vous voulez. Le PER a-t-il un rendement garanti? Réponse. En lui-même, le PER n'est pas un produit à rendement garanti, c'est un contenant. Le rendement dépend des supports dans lesquels vous investissez. Si vous choisissez de tout mettre sur le fonds en euros, vous aurez le rendement garanti et limité de ce fonds, par exemple 2% par an. Si vous investissez sur des unités de compte, actions, etc., le rendement dépendra des marchés. Un an moins 5%, un an plus 8%, etc. On ne peut pas le prévoir précisément. Donc on ne peut pas dire un PER rapporte X%. Un PER peut très bien perdre de la valeur si vous avez pris des risques et que les marchés baissent, mais sur long terme, les chances de gain sont élevées si bien diversifiées. Il faut voir le PER comme un véhicule d'investissement à long terme avec une fiscalité donnée, pas comme un produit à taux fixe. Cela dit, vous pouvez sécuriser totalement votre PER en ne choisissant que du fonds en euros, auquel cas on pourrait assimiler ça à un produit garanti. Mais ce serait dommage de se priver d'opportunités de rendement sur un horizon aussi long dans la plupart des cas. Que deviennent mes avantages fiscaux si je débloque pour acheter ma résidence principale? Réponse. C'est une excellente question car beaucoup craignent une récupération des avantages en cas de sortie anticipée. Rassurez-vous, si vous utilisez le cas de déblocage pour achat de la résidence principale, vous conservez vos avantages fiscaux. Il n'y a pas de pénalité fiscale. Comme on l'a indiqué, le capital retiré de façon anticipée est exonéré d'impôt sur le revenu. Seules les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux. Donc en clair, l'argent que vous retirez pour acheter votre maison sort net d'impôts. Vous aviez eu la déduction à l'entrée et on ne vous la reprend pas. C'est très avantageux. On peut presque parler d'un double bénéfice, l'économie d'impôts à l'entrée et pas d'impôts à la sortie dans ce cas précis. C'est ce qui fait dire à certains que le PER est une super tirelire pour acheter sa résidence principale. Attention toutefois, on ne peut le faire qu'une seule fois. On ne va pas financer l'achat de toutes vos maisons comme ça. Alors, réfléchissez-y bien et utilisez cette possibilité à bon escient, typiquement pour votre résidence principale, pas pour un investissement locatif. Ce dernier n'est pas éligible au déblocage anticipé. Comment choisir son PER, banque, assurance? Réponse. Le marché des PER est concurrentiel. Il y a de nombreuses offres. Pour choisir, comparez plusieurs critères. Les frais, comme on a détaillé, privilégiez frais sur versement 0% et frais de gestion bas. Les supports proposés. Y a-t-il un bon fonds en euros, des bons fonds ou ETF en unité de compte, correspondant à ce que vous voulez? La qualité de gestion pilotée éventuellement, performance passée du profil piloté, la souplesse, arbitrage gratuit, interface en ligne, etc. Et éventuellement la solidité de l'assureur ou de la banque. Beaucoup de classements existent en ligne chaque année.
Les assureurs en ligne et les courtiers Internet proposent souvent des PER très compétitifs en frais et en choix d'investissement, là où certaines banques traditionnelles facturent plus cher. Donc, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Comme c'est un contrat long terme, prenez le temps de la réflexion. Vous pouvez aussi faire appel à un conseiller indépendant pour vous aider à dénicher le bon contrat en fonction de votre profil. Puis-je convertir mon PER en rente viagère avec réversion pour mon conjoint? Réponse. Oui, absolument. Au moment où vous liquidez votre PER en rente, les assureurs proposent généralement plusieurs options de rente. La rente viagère simple, vous êtes payé à vie, puis plus rien à votre décès. La rente avec réversion, par exemple 60% ou 100%, au profit de votre conjoint survivant, ce qui veut dire qu'en cas de décès, la personne que vous avez désignée continuera à toucher une rente à vie d'un montant égal à 60% ou 100% de la vôtre selon l'option choisie. Ou encore, la rente avec période garantie, Maxine garantie 10 ans minimum, si vous décédez avant, la rente continue aux bénéficiaires jusqu'à la fin de la période garantie. Chaque option joue sur le montant initial de la rente. Plus vous prenez de garantie, plus la rente de départ sera faible, actuariat oblige. Donc si votre objectif est de protéger votre conjoint, oui, vous pouvez choisir une rente réversible. Si vous n'avez pas de conjoint à charge, une rente simple vous donnera le maximum de paiement. C'est un choix personnel au moment de la retraite et rien ne vous oblige à décider cela aujourd'hui. Retenez juste que le PER offre les mêmes possibilités qu'un contrat d'assurance vie classique en termes de rente viagère. Vous pourriez même combiner, prendre une partie en capital et avec une partie acheter une rente réversible. C'est très modulable. Voilà qui conclut cet EFAC et notre épisode du jour sur le plan épargne retraite. J'espère que ce tour d'horizon vous a été utile et instructif. Le PER est un sujet riche, mais finalement, en vulgarisant, on voit que ce n'est pas si sorcier et que cela peut concerner beaucoup d'entre nous. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne Caro Gestion Privée pour d'autres contenus pédagogiques sur la gestion de patrimoine. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, peut-être même dans une future vidéo FAQ. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour votre retraite ou vos placements, contactez-moi directement. Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, est là pour vous guider. Merci de votre attention, c'était Caroline Bonneau pour Caro Gestion Privée. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain podcast financier.